de troupes qui devaient s'arrêter à la gare de Poitiers pour la nuit. Donc, je vous rappelle, on est du 12 au 13 juin, une semaine après le débarquement, où on piétine en Normandie depuis une semaine. Le front a véritablement commencé à bouger que vers le 25, entre le 25 et le 30 juin. Pendant les 15 premiers jours, vous allez le voir sans doute, je suppose du moins qu'on va vous en parler la semaine prochaine, ça piétine. Donc il est hors de question, comme l'a bien souligné M. Chanet, que des troupes puissent arriver, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors ça, c'était pas... On n'est pas là pour ça. Donc, en fait, ce qui est bien dommage, c'est qu'à quelques centaines de mètres près, comment dire, ils auraient pu atteindre une partie de Das Reich. Ceci dit, pour la population poitevine, il valait peut-être mieux qu'ils ne le sachent pas non plus, en zone occupée, et de tout point de France, et qui vont par tous les moyens essayer de rejoindre l'Espagne, alors des aviateurs anglais à cette époque-là, en 1941. Et là, c'est un scoop que je vous donne ce soir. Là. Vous êtes les premiers à découvrir tout cet ensemble de photos. Je suis en train de travailler dessus depuis un bon moment, pour tout vous dire d'ailleurs depuis 5 ans, mais c'est depuis un mois que j'ai pu réunir tout ce panel. Alors, l'avion est tombé le 2 avril 1941, il y avait 4 Anglais. 4 aviateurs, un dame, comme vous pouvez le voir. L'avion, il a un dame. Hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que sinon, on pourrait y passer la soirée. Mais Marcel Gazot a réuni tous les... on est en avril 1941, je vous le rappelle. Hein, 9 mois après l'arrivée des Allemands dans notre région. Marcel Gazot, il est de Maillet. Il a réuni les vêtements pour habiller les Anglais. Il a continué son travail de résistant. Il a été arrêté. Il est mort en déportation. André Coallier, lui, il les a récupérés à Louneuil, à Jonetlan, 2 jours plus tard. Il les a hébergés avec un maréchal et il a passé 2 jours à faire du vélo le long de la ligne pour leur trouver un passage. Il n'a pas trouvé, donc il est allé voir son cousin, Pierre Coallier, qui est juste à côté, qui est huissier à Saint-Julien-Lard. Lui, il connaît le groupe Chaperon. Premier groupe de résistants organisé, premier réseau organisé à Poitiers. Le groupe Chaperon qui a fusionné ensuite avec le groupe Renard. Vous savez ce qui est arrivé au groupe Renard. 100 personnes arrêtées, une trentaine de déportés, une vingtaine exécutés. Pierre Coallier, lui, il a échappé à ça. André Coallier aussi. Pierre Coallier indique Chaperon. Chaperon fait venir les Anglais chez lui à Poitiers. Et aussitôt, ils sont emmenés au 10 rue des Feuillants chez Rédinger. Rédinger, qui appartiendra au groupe Renard, sera exécuté, déporté, exécuté. Et on confie le lendemain, 2 jours plus tard, à René Bibot, instituteur à Saint-Julien-Lard, et à Henri Huillard, son directeur d'école à Saint-Julien-Lard, les aviateurs fuyards. Ils vont les emmener par groupe de 2 à Civray. Plus tard, René Bibot sera réfractaire du STO et il deviendra résistant après s'être enfui chez sa belle-sœur dans les Cévennes. Henri Huillard, lui, sera un des piliers du groupe Libération, arrêté, il est déporté, il fait partie du fameux train de la mort de Bernadac, que vous avez sans doute lu, et il va échapper au train de la mort. Alors ça, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. Faut avoir besoin de le lire, très franchement. Je travaille sur la Deuxième Guerre mondiale depuis une vingtaine d'années, 25 ans même pour être précis, et j'avais jamais lu en entier un bouquin qui traite de la déportation. Ça c'est un truc que... Et celui-là j'ai été obligé, parce que hier on en parle une dizaine de fois à l'intérieur du bouquin. Il a été écrit avec 300 témoignages. Sur 2000 déportés, il y en a 900 qui sont morts avant d'arriver dans le train. Ouais. Donc c'était le dernier train à partir de Drancy. Alors, Bibot et Huillard les emmènent par groupe de 2, en 2 jours différents, et ils arrivent à Civray, où ils sont accueillis par Pierre Pestureau, huissier, lui aussi. Pierre Pestureau fera partie du groupe Renard également, il sera arrêté, il est déporté, il fera partie de ceux qui sont exécutés. Et il a une métairie. La métairie, elle est à Jousset. Il les emmène, et donc il les fait emmener, les 4 aviateurs, ensemble, chez Alexandre Michelet, son métayer. Et c'est lui qui va leur faire passer la ligne de démarcation. Et de l'autre côté de la ligne de démarcation, c'est le boucher, Pierre Hainaut, qui les récupère avec Pierre Rivaud, le boulanger. Alors lui, Pierre Rivaud, c'est le maire c'était
Parce qu'il a été révoqué par Vichy. Ah oui, on ne met pas impunément le drapeau bleu, blanc, rouge sur le monument aux morts un 14 juillet 41 en chantant la Marseillaise. Alors ça lui a valu quelques désagréments. Et les voilà les quatre. Alors ça c'est la photo là, extraordinaire là. Il y a du champagne à la clé derrière ça, je vous assure, parce que ça faisait un moment que je courais après leurs photos. Et ils ont été photographiés avec le chauffeur d'un marchand de vin où ils ont été hébergés pendant 2 jours au Vigeon. Voilà. Et puis après, ils sont partis à Marseille et c'est une autre histoire qui quitte notre région. La résistance, c'est aussi et toujours la ligne de démarcation avec Auguste Vergniaud au 4 août de Nieul, avant Nieul-l'Espoir, entre Nieul-l'Espoir et Savigny-les-Vescots. Auguste Vergniaud, une plaque tournante. Il voyait tout le monde arriver là. Donc il envoyait les gens qu'il repérait, comme Roger Dumais par exemple, un rescapé de Dieppe, Roger Dumais, et qui arrive à pied sur la nationale. Il va rester pendant 2 mois à l'hôtel de la garde de Madame Veillet à Lussac-les-Châteaux. Tout le monde savait à Lussac qu'il était là, tout le monde savait qui il était, il n'y a personne qui n'a jamais causé. Blackout total, y compris quand un Américain, 1 an plus tard, en octobre 1943, a été hébergé également chez Veillet. Alors, c'était aussi Roger Andreau qui les récupérait en général avant de les emmener. Roger Andreau, le mécanicien de Lussac-les-Châteaux. C'est des gens qui n'ont jamais fait entendre parler d'eux et qui ont fait de la résistance pendant toute la durée de la guerre. Alors, la ligne de démarcation, c'est le passage des gens, on vient de le voir, mais c'est aussi le passage du courrier et des renseignements. Alors vous avez là sur cette photo un laitier, le laitier de Chevigny, Fayolle, qui faisait sa tournée sur Bonne et qui passait tous les matins à la ligne de démarcation et puis qui la repassait à midi avec ses bidons pleins de lait. Et bien pendant toute la durée qu'a duré la ligne de démarcation, il a mis sa main ici à la Napoléon. Jamais les Allemands lui ont demandé comment ça se fait. C'était un geste machinal. Sauf que, 1 ou 2 fois dans la semaine, il tenait du courrier dans sa main, sous sa vareuse. Voilà. Alors, bon, c'est un truc comme un autre. Malheureusement, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Et vous avez la photo sur la Hausweiss en dessous, c'est-à-dire le laissez-passer de Raymondière. Raymondière, il habitait à la Haute-Roche. C'est la commune de Tercé maintenant, la Haute-Roche. C'est limite Val-d'Ivienne, mais c'était de la Chapelle-Mortemer à cette époque-là. Et la famille, ils habitaient à combien 400 mètres de la ligne de démarcation entre Jaunoux, qui passait entre Jaunoux et la Roche, quoi. Et un matin, le père Raymondière, que vous voyez en photo, il revient des champs et il lui manquait 3 femmes dans sa maison. Il lui manquait sa femme et ses 2 filles, dont l'une que vous connaissez sans doute bien, Madame Thévenet, qui habitait Jaunoux, et l'autre que moi je n'ai pas connue, qui est décédée depuis un bon moment. Qu'est-ce qui s'était passé? Les Allemands étaient derrière le facteur. Et eux, ils avaient l'habitude de faire passer du courrier à la ligne de démarcation. Alors quand Madame Thévenet m'a raconté son histoire pour la première fois, elle m'a dit on a été dénoncé. Elle m'a donné le nom. Bon, moi j'ai dit, vous savez, c'est pas sûr. Ceci dit, alors pour la petite histoire, ce nom-là m'a été donné par d'autres. Donc il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, mais enfin bon. J'ai dit, si c'est pour le courrier que vous avez été pris, c'est pas de là que ça vient la dénonciation. Ça vient de Poitiers, du centre de tri, tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, on repérait le courrier qui était nombreux pour les maisons qui étaient proches de la ligne de démarcation, et surtout quand les enveloppes étaient épaisses. Alors si un jour vous le voulez, ou tout à l'heure si on a le temps, je vous raconterai la technique pour faire passer du courrier à la ligne de démarcation, sauf qu'il ne fallait pas se faire repérer. Et là, c'est ce qui était arrivé. Alors, moralité, la mère, épouse donc de M. Raymondière, est revenue de la Pierre-Levée 1 an plus tard, après avoir passé un petit moment à l'hôpital l'Hôtel-Dieu, parce qu'elle était tombée malade. La plus jeune sœur, sa plus jeune fille, elle est restée 4 mois à la Pierre-Levée. Quant à Madame Thévenet, vous ne le saviez peut-être pas, mais elle a passé 1 an à la Pierre-Levée et 1 an au Fort du Ha, à Bordeaux, et elle a failli être déportée, mais comme elle était pas trop mal vue, si vous voulez, ça s'est bien passé pour elle, quoi. Enfin, elle a quand même fait 2 ans. Hein. Elle a fêté à la Pierre-Levée ses 20 ans et ses 21 ans à Bordeaux. Voilà. Alors les Anglais, cette fameuse ligne de démarcation, ils l'avaient bien repérée sur des cartes. Alors voilà des cartes du SOE, le Service Opération Exécutive. Alors juste un mot sur le SOE, c'est quand même quelque chose de très important, c'est même fondamental, puisque c'est un service d'action et de renseignement qui a été mis en place par Churchill en juillet 1940, avec une seule instruction: mettre le feu à l'Europe. Alors je vous le traduis en français.
mais c'est la phrase qu'il avait dit. Le but du SOE, mettre le feu à l'Europe. Les Américains vont créer un service à peu près identique qu'on appelle l'OSS, l'Office stratégique, j'ai oublié l'hôtesse, qui va devenir la CIA plus tard. Et les Anglais et les Français, De Gaulle a mis en place un service qu'on appelle le BCRA, Bureau Central de Renseignement des Armées. Et voilà. Donc, partout, à partir de 1941 essentiellement, les Anglais vont envoyer en France des agents SOE. Alors, parmi les premiers qui vont arriver chez nous, vous avez Lise de Bessac et son frère Claude. Alors, quand vous lisez dans les bouquins Lise et Claude de Bessac, c'est pas monsieur et madame, hein, c'est le frère et la sœur, hein, qui étaient des Mauriciens. Alors là aussi, je pourrais vous expliquer pourquoi des Mauriciens. Hein. Alors, une forme de résistance qui a existé également pendant la guerre, c'est la guerre psychologique, c'est-à-dire la propagande. Et les Anglais ont envoyé des millions et des millions de tracts, comme celui que vous avez sous les yeux, et ils se sont, ingéniés, ainsi que les Américains plus tard, à envoyer des tracts qui étaient le plus près possible de la vérité historique, si vous voulez, des faits. Ouais. Alors, ils sont même allés jusqu'à pousser le vice, jusqu'à les envoyer traduits en allemand, avec en rouge barré dessus, français, ceci est destiné aux soldats allemands, faites en sorte qu'ils le reçoivent. Ouais. Donc, il y a des Français qui passaient leur temps, la nuit, à balancer ça dans les boîtes aux lettres des Allemands, vous voyez. Ouais, c'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Voilà. Ça a coûté cher à Charles Marillot. Charles Marillot était le gendre de Charles Tillet. Tillet qui était l'instituteur, directeur de l'école à Chevigny. Ouais. Pas Charles d'ailleurs. J'ai oublié son prénom, mais il y a peut-être qu'ils l'ont connu. Charles était son gendre, Charles Marillot. Il était instituteur à Voulon. C'est ça? Anchet, pardon, excusez-moi. C'est juste à côté. Et il a trouvé un jour un paquet de tracts comme ça, qu'il a eu la bêtise de porter à la mairie. Et là, le maire l'a dénoncé et l'a fait déplacer, ce qui a rendu Charles Marillot malade, il en est décédé. Alors, l'autre méthode également, c'est d'éditer des tracts. Et vous avez là une Ronéo, une dame en train de faire des tracts des journaux clandestins. Alors, le réseau Renard avait créé un journal clandestin. Ça, c'était alors là quelque chose d'extrêmement interdit. Hein. Alors la résistance également, c'est faciliter, enfin organiser les atterrissages clandestins de ces avions-là, qui faisaient partie de la 161e escadrille. Et vous avez sous les yeux l'un des deux Lysander qui est venu à Alonne-Marnay, hein, c'est juste à cheval entre les deux communes, le 17 mars 1943. On a eu dans la Vienne 3 atterrissages. Le premier en 1942, octobre 1942, à Saint-Léger-de-Montbrière, au nord de la Vienne. Le deuxième, donc, à Alonne-Marnay. Et le troisième, à Reims. Voilà. Le quatrième, c'est en août 1944. Mais là, c'est une autre histoire, on va en parler tout à l'heure. Alors ça, c'était évidemment très dangereux. Vous imaginez des pilotes qui partent d'Angleterre en pleine nuit et qui atterrissent dans un champ de 100 mètres de long, avec ces avions-là, à l'heure exacte. Ouais. C'était quelque chose d'extraordinaire, c'était des pilotes hors pair. Mais ceux qui restaient, eux, en revanche, couraient bien plus de risques, parce que souvent ils laissaient des traces, les avions. Et là, il y a toute une histoire sur cet atterrissage-là, où les Allemands l'ont su, et un an plus tard, il y en a qui ont été déportés. Alors voilà, par exemple, l'évocation de l'atterrissage qui a eu lieu le 11 novembre 1943 à Coconut, c'était le nom de code du terrain, à Reims, et c'est là-bas que c'est le même champ qui a servi un an plus tard, enfin quelques mois plus tard. Et vous avez sous les yeux ici le journal de bord, le journal de marche de l'escadrille, où on a les 3 Lysander qui devaient venir, mais il n'y en a qu'un qui s'est posé. Parce que le terrain a été détrempé, et le pilote qui est là a décommandé les 2 autres avions, et lui-même, 3 nuits plus tard, est resté planté, enlisé dans les Deux-Sèvres. Et il est reparti en Angleterre avec un avion qui est venu le chercher en décembre. Et Gachard était le directeur du silo de Saint-Savin, qui avait constitué un premier groupe de résistance dans la région de Saint-Savin, et à l'origine également de celui de Chevigny, avec M. Lossou, Maurice Lossou.
lequel Maurice Lesourd va faire comme Gachard recruter quelques résistants en fin 42, et ça va devenir le groupe Baptiste à partir du mois de juin 44. Voilà. Et vous avez sous les yeux un document absolument étonnant, c'est la note que Gachard a écrite avec les instructions si les 3 avions s'étaient posés. Et à l'origine de beaucoup de départs vers la résistance, et souvent beaucoup de réfractaires sont venus grossir les rangs ensuite des maquis. Voilà. Alors on y arrive, et ça ne va pas durer très longtemps maintenant. D'abord avant le débarquement, les premiers parachutages d'armes. Alors le premier qui a eu lieu dans la région, dans la Vienne, a eu lieu à Savigny-lès-Vescot. Et ensuite, il y en aura quelques-uns. Alors il y a eu des ratés. Hein. Alors le raté de la région, c'est à Pimbray, où on attendait le parachutage dans un champ, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais les containers sont tombés sur les cols de Pimbray. Voilà, ça arrivait de temps en temps. Alors, bon, je vais rapidement. Le champ était déterminé. On transmettait à Londres l'emplacement. L'emplacement était validé. S'il était validé, il y avait un code qui avait été déterminé par celui qui avait trouvé le terrain au sol, et avec une lettre code. Alors, vous connaissez le principe. À la radio, dans la journée, il y avait des messages. Donc le message, c'était le code du terrain. Là, ça voulait dire pour les résistants qui étaient concernés qu'il fallait que dans la nuit, ils se préparent à recevoir si le message était répété 2 fois, ça veut dire qu'il y avait 2 avions, etc. Voilà. Donc tous les résistants qui ont participé à des parachutages ont vécu ce qu'on voit sur les 3 images. C'est-à-dire l'avion qui tourne, qui reconnaît la lettre code, les gars qui attendent à côté des lampes en bas, qui donnent la direction du vent, et ensuite l'avion qui largue ses parachutes, et les résistants qui emmènent les containers une fois qu'ils sont vidés. Là, j'ai d'ailleurs fait une inversion d'image. Pas grave. Voilà. Avec Baptiste, c'est-à-dire Pierre Blanchier, qui est mort sur le pont de Chevigny, ici, quand ils l'ont fait sauter, et le pont de chemin de fer de la côte de Poitiers. Alors, quelques images des éléments du groupe Mazier, qui était basé autour de Lussac. Le groupe Kléber, et la personne qui est là est le fils du boulanger Rivaud, dont je parlais tout à l'heure à Les chiens font pas des chats. Hein. Le maire a été révoqué, et le fils se retrouve dans le maquis. Et lui, si vous le voyez aujourd'hui, il vous montre sa cuisse, là, la droite, où on peut y mettre le poing quasiment, parce que une voiture dans laquelle elle se trouvait a été mitraillée par des Américains le 27 août 1944. Il y a eu un mort dans la voiture et 3 blessés graves, dont lui. Voilà. Là, alors j'ai mis cette voiture, c'est la mythique traction des maquis, évidemment, avec, là c'est une traction du groupe Jalado, et des éléments du groupe Fracas, avec ici l'adjudant Pucheux de Montmorillon, groupe Fracas à Belpino, hein, du secteur de Montmorillon. Voilà. Alors ça, c'est des groupes qui ont été mis en place, qui ont combattu dans l'été 44. Alors je fais un petit bond en arrière quand même, parce qu'on ne peut pas évoquer à la fois le travail de la résistance avant le débarquement et les maquis après le débarquement, sans parler des SAS, puisque leur action a été prépondérante en France à partir du 6 juin, et notamment dans notre région. Alors la carte qui est là est très claire. Les SAS, c'est une ceinture, ça va de la Bretagne, et ça ceinture la France par le milieu jusqu'à la Suisse. Et le but était évidemment d'empêcher la remontée vers la Normandie de troupes, de munitions, d'essence, etc. Alors, leur rôle, jamais de confrontation en direct avec les troupes d'occupation. Leur boulot, faire sauter les voies de chemin de fer, faire sauter des ponts, faire sauter des dépôts de munitions, faire du retardement, mais jamais en contact avec... c'était pas leur boulot. Je vous rappelle qu'ils ont été créés en Libye, qu'ils ont détruit des centaines d'avions, et que c'est cette action absolument extraordinaire en Libye pendant 2 ans, à partir de 1941 jusqu'à la fin de mi-1943, qui a valu un ordre d'Hitler, comment vous appelez ça, M. Chenet, en allemand? Führerbefehl. Alors je ne me souviens plus du numéro de celui qui concerne les SS, les SAS,
mais je dois l'avoir quelque part là. Hitler a pris un ordre particulier les concernant, ouais. Aucun prisonnier dans les SAS, même sous uniforme, et de toute façon sous uniforme, parce que les SAS c'est des militaires, c'est un régiment, enfin 3, 4 même d'ailleurs en 1944. Les deux premiers, 1 et 2, sont anglais, le 3 et le 4 sont français. Voilà, Samuel et Tonkin, avec Hirsch, qui était le radio de Samuel depuis le début, et Blondel, ici. Voilà. L'un des premiers boulots, donc, est de retarder, et ils apprennent le 11 juin qu'un gros train de carburant stationne en gare de Châtellerault. Un SAS y va, impossible de le saboter sur place, trop bien gardé, un Allemand tous les 2 ou 3 mètres autour du train, impossible de faire quoi que ce soit, donc c'est un bombardement qui est décidé, et le soir, 12 mosquitos comme celui qui est là, qui est venu à Châtellerault, celui-là, là, avec ses 11 autres compagnons, ont bombardé la gare de Châtellerault. Voilà. Et les SAS vont commander également le bombardement du camp de Bonneuil-Matour, le bombardement de la caserne des Dunes et le bombardement du château du Fou à Vouneuil-sur-Vienne. Voilà. Le plus extraordinaire, et quelques résistants ont pu raconter ce qu'ils ont vu, c'est le parachutage des jeeps pour les SAS. Avec le groupe Anatole et puis une partie du groupe de la Chouette, Olivet, qui les a réceptionnés à Husson du Poitou, à la Coupe. Il y a eu trois parachutages en France pendant la Deuxième Guerre mondiale de Jeep. Nous, on a eu droit à un avec 4. Là, vous avez à l'entraînement en Angleterre, la photo, elle n'est pas été faite sur la... Et là, c'est une des Jeeps SAS qui a sillonné le sud de la Vienne, et une des 4 également qui est camouflée dans la forêt de Verrières. Et là, vous avez une partie du groupe qui a été photographiée dans le sud de la Vienne. Voilà. Alors, je reviens à quelques groupes de résistance avec une action d'éclat avec Robert Thomas qui est au centre lorsqu'il est allé avec deux du groupe Lagardère pour sortir Lagardère de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Poitiers. Une partie du groupe Caïd, donc là, ça nous touche de près parce que le Caïd, avec le commandant Ribreau, a séjourné à Tercey, et je cherche, voilà, celui-là. Attends, non, je suis en train de faire une... Là, c'est tout petit sur la photo, et là-bas, c'est pas mieux, vu d'ici. Je pense que c'est celui-là. Enfin bon, peu importe, de toute façon, si j'avais la photo sous les yeux, je vous le dirai. Alors là, celui-là, il est important. On pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. C'est un ancien SS de la Das Reich qui a déserté. Non, pas qui a déserté. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, il me reprend. Évadé. C'est pas pareil. Il dit, moi j'ai jamais demandé à y aller, j'étais un malgré nous alsacien. Donc je me suis évadé. Voilà. Et il insiste bien là-dessus. Hein. Alors là je ne raconte pas son histoire, parce que là, moi j'ai 12 heures d'enregistrement actuellement, alors on ne va pas y passer 12 heures. Mais il est arrivé dans le groupe Le Caïd et il est devenu un des piliers du groupe. Ces faits d'armes ne m'ont pas été racontés par lui, mais par des témoins survivants du groupe. Robert Milon qui est là, et puis là il n'y a pas de faute d'orthographe à ce coup-là, hein. Et puis quelques résistants du groupe, de Tercey et puis de Saint-Martin-la-Rivière, et qui ont fait partie du groupe Bretval, le groupe, une section du groupe Gilles, enfin du groupement Gilles, et qui était commandé par capitaine Lekim, et qui faisait partie avec le Trèfle, le groupe Le Trèfle, qui était commandé par le lieutenant Guerrier, le capitaine Guerrier, je ne sais plus. Vous connaissez bien son fils, hein, c'est la Civate à Chevilly, un guerrier. Voilà. Et ils étaient bien armés, ils avaient des fusils anglais, le Lee Enfield, qui est avec le Mauser 98, un des meilleurs fusils qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Si je me trompe là où je connais rien dans les armes, mais je me plais à dire ça. Voilà. Et malheureusement, les maquis ont payé un lourd tribut. Ils ont payé un lourd tribut. Bon, là, vous avez une photo des résistants qui ont été fusillés à Verrières. Parce que quand les Allemands ont encerclé la forêt de Verrières, ils ont fait prisonniers les Anglais, fusillés sur place les résistants qu'ils ont pu prendre. Il y en a eu 7. Et une évocation de ce qui s'est passé à Bellarbre avec la photo au moment des obsèques du groupe Caïd qui est aligné ici. Et puis je vous ai mis cette photo parce qu'un jour, Lucie Aubrac a dit à Chevigny, au maire de Chevigny de l'époque, il me semble que c'était, il me semble que Lucie Aubrac a dû venir depuis moins de 7 ans, et ça peut être à Herbert qu'elle a dit ça, je crois, en discutant comme ça après sa conférence, où elle faisait la remarque qu'en France, il n'y avait pas de nom de femme sur un monument aux morts. Voilà. Alors quand on réfléchit bien, effectivement, on n'en connaît pas. Eh bien, on en a un dans la Vienne, un nom de femme sur un monument aux morts, et c'est à Moulins, avec Jacqueline Langenberg, qui était une résistante, et qui était agent de liaison, et qui, le 13 juin, avait eu malencontreusement tombé sur des éléments de l'armée allemande. Voilà. Et son nom, il est sur le monument aux morts de Moulins. Voilà. Ça paraît une piste de 1300 mètres de long, à côté de Reims, entre Reims et Montmorillon. Là, ils sont en Pau. Ça, c'est des Anglais survivants après Verrières. Hein. Alors, la Jeep, vous la reconnaissez, là, avec le numéro qui est là. Et c'est la seule Jeep sur les 4 qui a survécu également. Voilà. Là, on la retrouve ici, là. En train de. Là, ils sont à la pause, là, ils préparent la piste. Et ils vont repartir en Angleterre en 2 fois. La première fois avec 2 Hudson. C'est le même avion qui s'est posé à Maillet, hein, mais sur le ventre, celui de Maillet, 4 ans plus tôt. Et là, celui-là, il est venu sur ses roues. Donc 2 dans la nuit du 6 au 7 août, et un Dakota dans la nuit du 9 au 10. Et alors le Dakota, il s'est posé exactement à l'heure où les Anglais bombardaient pour la 2e fois la forêt de Châtellerault, où il y avait un dépôt de carburant. C'est-à-dire qu'il a fait ce que beaucoup d'avions de transport qui faisaient des missions secrètes comme ça faisaient. Ils suivaient ce qu'on appelle le stream, c'est-à-dire le courant. Vous imaginez 170 bombardiers qui viennent d'Angleterre pour venir sur Châtellerault, c'est exactement la même route que pour venir à Reims. Donc il a suivi, il est passé complètement inaperçu, quoi. Voilà. Et il était piloté par un colonel, le colonel Eflin. Et il y a toute une histoire. Et là, vous avez les maquisards avec, par exemple, Charles Vallet, fils du notaire de Montmorillon, en train de décharger une caisse ici. Et à chaque fois qu'ils sont venus avec la relève des SAS français pour relever les SAS anglais. Et là, c'était plus l'opération Bulle Basket, prenait fin à ce moment-là. C'était le début de l'opération Moses avec le capitaine Simon. Et là, vous avez la poignée de main que s'échangent anglais et français lors de leur arrivée. Voilà. Et tout ça avec un éclairage absolument extraordinaire. Parce que du Dakota, le premier qui a descendu, c'était pas un soldat, enfin c'était un soldat, mais un reporter américain. Ouais. Et les 2 photos qui sont dessus ont été tirées d'un magazine américain pour illustrer cette opération. Parce que c'était la première fois qu'un Dakota se posait en territoire occupé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'est chez nous que ça s'est passé, pour exfiltrer du personnel. Ouais. Il ne tombe pas, oui, tout à fait. Il en vole encore une centaine, hein. Actuellement sur le plan commercial. Hein. Et le premier a volé en 1935. C'est étonnant. Voilà le capitaine Simon, qui est mort quelques semaines plus tard en Hollande, lors de l'opération, qui est très bien évoquée dans le film Un contre-loin, le pont d'Arnhem. Si vous... Marquette d'Ardenne. Comment? Marquette d'Ardenne. Voilà. Et là, c'est des officiers de SAS français. Et puis on a Simon ici avec la fameuse Jeep qu'ils ont récupérée et qui est là dans l'Inde, à la fin du mois de septembre ou d'octobre. Et cette dernière photo, si c'est une chambre, c'est la dernière, pour évoquer les SAS anglais dans le cimetière de Ron avec une tombe isolée, celle de Bundy, un pilote américain,
qui avait été emmené avec eux le 29 juin, croyant qu'on allait le mettre en sécurité. Voilà.